Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je retrouve Claire qui était déjà venue à mon micro pour parler du climat incestuel dans lequel elle a grandi. Cette fois, elle revient pour aborder un sujet essentiel, l'impact de ce climat et des violences sexuelles sur ses relations amoureuses. Avec beaucoup de sincérité, Claire nous partage son parcours, ses réflexions, ses thérapies et tout ce qu'elle a mis en place pour retrouver confiance en elle, mais aussi en les autres. Elle nous raconte sa décision de faire une pause de 4 ans dans ses relations, avant de se remettre, comme elle le dit si bien, sur le marché du love, notamment grâce aux applis de rencontres. Entre sérieux et humour, cet épisode vous montrera peut-être une nouvelle facette de Claire. Une Claire un peu plus apaisée et prête à vivre une belle histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Claire! Salut Romane! Bon retour parmi nous. Merci, je suis trop contente d'être là une deuxième fois, ça me fait trop plaisir. Vraiment, j'avais hâte. Pareil. Comment tu vas? Je vais bien. Enfin, j'étais un peu triste ces dernières semaines et je crois qu'on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu ensemble aujourd'hui. Je crois que tu vas pouvoir vider ton sac. Ah, j'adore! C'est trop bien. Le girl talk dont j'avais besoin. Claire, on a déjà pu t'entendre sur le podcast puisque tu étais venue justement témoigner du climat incestuel que tu as subi entre tes 0 et 28 ans. Oui. Et justement, aujourd'hui, tu reviens pour nous parler de l'impact, des conséquences de ce climat incestuel et des violences sexuelles que tu as subies. Ouais. Voilà, les impacts de tout ça sur tes relations amoureuses, en fait. Exactement. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Je crois, ouais. Alors, ma première question est la suivante. Comment tu décrirais ta vie sentimentale, amoureuse, actuellement ? Alors, actuellement, je suis... Alors Déjà alors déjà... C'est vraiment genre, bon, donc il faut poser un petit peu les bases pour expliquer où j'en suis. Voilà. Nous sommes actuellement en fin septembre 2024, je suis célibataire. Voilà, j'ai eu 32 ans la semaine dernière et du coup je suis en phase de dating avec des mecs. Je suis bisexuelle, mais au niveau sexualité pour ce qui est des femmes, mais romantique et sexuelle au niveau des hommes. Et du coup, je recherche un mec activement en ce moment. C'est une annonce. L'épisode paraîtra au mois de mars. Alors nous sommes peut-être actuellement au mois de mars quand vous écoutez. Je ne sais pas si je garderai cette partie ou si je l'enlèverai. D'ici là, on fera des updates, mais carrément, actuellement, c'est ça la situation. Alors justement, quelles sont les difficultés spécifiques que tu as rencontrées ou que tu rencontres en lien avec l'amour, hein. L'amour, hein. L'amour, c'est un vrai sujet parce que du coup, la famille dans laquelle j'ai grandi m'a montré sa définition de ce qu'était l'amour. Et du coup, ces 4 dernières années, grâce à un gros parcours thérapeutique, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, l'amour. Et que le climat incestuel, c'est de la domination, de la perversion et de la manipulation, de l'emprise. Ce qui est globalement de la violence et pas du tout une manière d'aimer son enfant. Et du coup, l'amour de manière générale, moi, dans ma vie aujourd'hui, je peux le dire comme ça, c'est beaucoup plus accessible pour moi qu'il y a encore 4 ans parce que après avoir grandi dans cette famille,
et avoir commencé à avoir des premiers petits copains au lycée, tout ça. Et jusqu'à du coup mes 28 ans, âge auquel j'ai remis en question comment j'avais été éduquée, bah, je me suis retraumatisée avec une grande majorité d'hommes dans des relations amoureuses / sex friend ou ce genre de choses-là. Et je vivais pas dans une relation égalitaire à l'autre, je vivais pas dans une relation j'allais dire, de bien-être globalement avec l'autre. C'était beaucoup de violence psychologique, / physique, / sexuelle. Et aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai fait comme travail pour comprendre ce qui m'était arrivé, comprendre mes mécanismes, comprendre quel type de pattern je reproduisais et vers quel type de mec j'allais, bah, j'ai réussi à avoir aujourd'hui un rapport à l'amour qui est beaucoup plus sain et c'est aujourd'hui pour moi c'est la sécurité. Avant c'était un danger parce que c'était pas de l'amour ce que j'avais en tête au final. Oui, bah oui. T'as reproduit les schémas entre guillemets et finalement, est-ce que tu dirais que tu as appris à aimer, comme dirait Florent Pagny finalement? Ouais, j'ai appris à aimer et j'ai appris à me laisser aimer aussi. C'est les deux pans de tout le truc, quoi. Je me suis rendu compte effectivement que dans le donner et le recevoir, j'étais à la ramasse complètement. Ouais. Je ne croyais pas en fait aux démonstrations d'amour des autres. Globalement, la croyance, la croyance capitale que j'avais au-dessus de l'amour, c'était ce qu'on me donne, c'est fake. Ok, ouais. Tu vois? Ouais, je comprends. Et est-ce que tu avais l'impression qu'il fallait que tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup pour recevoir? Ou au contraire, c'était pas du tout quelque chose que tu as ressenti? Oui, en fait, souvent, je me suis retrouvée dans une situation qui se répétait où j'étais dans un mode de people pleaser, tu sais. Je fais tout pour qu'on m'aime parce qu'à l'intérieur de moi, mon estime est à chier. Et je me dis, je suis une merde, donc il faut que je batte des ailes dans tous les sens pour tout faire pour que l'autre m'aime, effectivement. Qu'est-ce que tu as mis en place justement? Alors, tu parlais juste de thérapie tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions que tu t'es posées concrètement? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience où tu t'es dit «Ah mais oui, grave» et si oui, du coup, comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé Ouais, donc c'est ça, j'ai fait une grosse thérapie et il y a eu plein de choses, plein d'outils que j'ai été chercher. En fait, moi, globalement, je me suis déjà, avec moi-même, je me suis isolée socialement, c'est-à-dire qu'à partir de mes 28 ans, je me suis dit, là, il faut que je me concentre sur moi-même. Pour la première fois même, je vais commencer à m'intéresser à moi-même, vu que j'ai toujours été tournée vers les autres et répondre à leurs besoins, tels que j'avais été conditionnée par ma famille. Mais c'est ce qu'on avait dit dans le premier épisode, c'est que tu avais finalement appris à te connaître et tu avais fait connaissance avec toi-même à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et ben, ça pour moi, j'ai dû le faire, tu vois, en me coupant des autres complètement. C'était à la fois un choix et à la fois une phobie sociale, clairement. Donc, dans les deux cas, je suis sortie du game des relations amoureuses 100% pendant 4 ans. J'ai fréquenté personne, j'ai daté personne. Et du coup, pendant ce laps de temps, j'ai fait une psychothérapie avec une psy qui était spécialiste dans le climat incestuel que j'ai subi. Et puis ensuite, j'ai fait une thérapie par l'EMDR, une technique qui est maintenant bien connue, qui m'a permis de décharger ma mémoire traumatique à propos des violences que j'avais subies du coup, psychologiques et sexuelles dans mon enfance. Et tout ça, en parallèle de m'introspecter, de lire un tas de bouquins sur les relations aux autres, la relation à soi, il y a vraiment eu un gros chapitre intense sur c'est quoi s'aimer soi-même.
Et ça part de là, déjà, je pense, avant de pouvoir se mettre en relation. Je crois pas que ce soit, tu vois, le truc parfois qu'on a pu lire, genre, il faut absolument s'aimer soi-même à Oh, quelle 100%, horreur. tu sais, voilà, avant de se mettre en relation. Pas du tout. Par contre, c'est certain qu'il faut avoir, je pense, une bonne base déjà avec soi, une bonne estime, une bonne confiance en soi, Mm. mais un minimum pour pouvoir être en relation tout simplement avec Ouais, l'autre. Et du coup, ouais, apprendre à me connaître, euh, apprendre à m'aimer, c'était définir aussi ce que j'aimais, ce que je mm. voulais dans la relation, et puis ce que j'aimais pas en face. Euh, et tout ça, ça m'a permis de définir les choses pour ne plus, tu sais, me laisser embarquer par les désirs de l'autre. Ouais. Et Étant puis donné que poser j'avais tes peur. limites aussi, finalement. C'est tout à fait ça, c'est exactement le terme. Je crois vraiment que si on n'a pas défini bah, nos limites et ce qu'on n'aime pas, bah, c'est difficile de dire non à quelqu'un parce que tu te dis bah pourquoi pas ou en tout cas tu te laisses malheureusement emporter par potentiellement un cycle de Mm. violence malgré toi, hein, attention. Mais ouais, ça a été hyper important. J'avais mon petit cahier, j'ai tout noté et puis ça évolue. Il y a 4 ans, ce que Ouais. j'ai noté, c'est plus que forcément ce que j'aime aujourd'hui ou ce que j'aime pas. Donc, je suis dans un rapport à moi-même maintenant de mise à jour régulière, d'écoute en fait en permanence. Avec moi-même, déjà. Mm. Est-ce que aussi il y avait une peur justement du rejet de l'autre, de l'abandon de l'autre, Ouais, avec j'avais. ce qui va avec le fait de vouloir faire plaisir à tout prix en fait et de s'oublier complètement pour se donner à l'autre Ouais, ouais, ouais. entièrement? Ouais, ouais, j'ai surtout, je pense, avec les hommes, eu la peur du coup de l'abandon, qui faisait que j'ai tellement peur j'avais tellement peur qu'on me laisse, qu'on me tourne le dos, que Mm. effectivement, c'est ça qui a mené à ce que je sois people pleaser, quoi. Tout faire pour que la personne parte pas. Est-ce qu'il y a encore des difficultés qui t'empêchent un petit peu d'aller de l'avant, entre guillemets? Des choses qui sont vraiment, comment dirais-je, encore un peu ancrées dans ta tête, si on peut dire ça comme ça, des peurs, des difficultés. Bah, tu vois, avec la dernière relation là que j'ai vécue dernièrement, ça m'a permis un petit peu aussi de m'évaluer sur là où j'en étais. Parce Ouais, que pour le coup, c'est plus ou moins la première relation ouais, sérieuse. j'allais te poser la question. Et voilà, c'est la première relation sérieuse que j'ai eue depuis 4 ans. Donc, je Mm. savais pas exactement où j'en étais. J'avais théorisé beaucoup de choses sur là où j'en étais, mais le vivre, c'est bien différent. Ouais. Et je pense pouvoir dire que avant, j'avais un rapport toxique à moi-même, un rapport toxique à l'autre, du coup. Et là, je sais que j'ai toujours des peurs, notamment cette peur de l'abandon qui est toujours là. Mm. Mais c'est différent parce que avant, enfin, j'étais embarquée par cette peur de l'abandon et je me rendais même pas compte que j'étais people pleaser et j'étais complètement avalée par cette angoisse. Que Ouais. aujourd'hui, j'ai constaté que je savais repérer immédiatement mes comportements quand je me mets à dire un mot un petit peu super gentil plutôt que de dire un mot gentil parce que faut tout donner Ouais. parce qu'on sait jamais. Ouais, ouais, ouais. Et puis ouais, les sensations physiques aussi, l'oppression thoracique, chez moi ça peut me faire ça, la peur en fait qui monte concrètement. Mais vu que je le sais, j'en ai conscience, c'est la base, et je sais le reconnaître chez moi, Mm. ben je sais que je vais un petit peu encore avoir ce comportement-là, mais je ne fais pas reposer la solution de cette peur sur l'autre. Je sais que j'ai Ouais. les ressources en moi. Je sais que par moment, bah, je suis pas, enfin, personne n'est parfait. Mon objectif, c'est pas d'avoir plus aucune peur dans la vie. Mon objectif, c'est ben, je sais que j'ai cette peur-là. Je sais que je peux la gérer. Et du coup, ça permet d'avancer et de pas faire reposer
un poids immense sur l'autre, d'être rassurée en fait par l'autre. J'en ai besoin et je sais à quoi ça tient. Mais ça n'a plus la même proportion qu'avant. En gros, avant, tu vois, c'était forcément du drama, et maintenant, c'est pas confortable, mais ça va aller. Ouais, en fait, t'arrives à te rassurer, à prendre plus de recul. Et puis du coup, vu que t'as aussi peut-être plus confiance en toi, tu sais que tu peux mieux gérer les choses, mieux vivre les choses, entre guillemets. Tout à fait, ouais, c'est à la fois un état d'esprit sur le moment présent, mais aussi en amont. Je savais que en me remettant sur l'étagère, comme j'aime dire, sur le marché du love, j'allais prendre le risque. Bah ouais, tu sais, j'allais prendre le risque de souffrir, en vrai. Ouais, bah oui. C'est un peu inéluctable, soit parce que ça marche pas avec la personne, soit parce que tout simplement ça peut marcher, mais il y a des difficultés et c'est normal. Ouais. Mais de savoir ça, de m'y être préparé en amont et de savoir comment ça pouvait se passer, d'envisager déjà des scénarios possibles et avec moi-même les peurs qui allaient rejaillir parce que je me connais, donc je sais ce qui va se passer sur plein de choses. Ouais, ça permet. Tu sais, c'est comme. J'avais donné cet exemple un petit peu comme ça dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble par rapport à ce que j'ai dû faire pour me thérapiser après avoir compris comment ma famille était, à quel point elle était toxique, c'est gravir l'Everest. Et moi, je l'ai fait à l'époque sans équipement parce que j'avais aucune ressource, mais il fallait que je m'en sorte, il fallait que je me sauve la vie. Bah là, aujourd'hui, je suis clairement dans ce truc de j'ai tous les équipements possibles dont j'ai besoin parce que maintenant elle je a me ses connais. chaussures Quechua, son bâton de rando. Je te jure. Et j'ai juste pris des pompes, pris un kawaii, pris un vieux bonnet à la con. J'ai pris le bonnet qui me va, j'ai pris les pompes parfaites pour le terrain qu'il faut. Enfin. J'adore. Tu vois le truc? Belle métaphore. Alors Merci. justement, quelle a été la première étape que tu as suivie pour te remettre, comme tu dis, sur le marché du love? En fait, c'est difficile, ça c'est tout le monde à mon âge, de faire des rencontres de manière générale, tu vois. Je suis plus en études, donc je croise pas un tas de gens en permanence. Moi, en plus, au niveau du travail, mon métier de sensibilisation au climat incestuel, je le fais de manière indépendante et avec les autres, avec mes collègues dont tu fais partie, mais c'est un travail virtuel à ce niveau-là. J'ai pas de rencontres physiques possibles. Ouais. Et après, il y a l'histoire aussi des loisirs, d'être dans des associations, etc. Je fais du sport, je fais de la natation. Récemment, depuis peu, je fais de la boxe et du karaté. Mais tout ça, c'est des environnements assez restreints au niveau des rencontres parce que c'est beaucoup dans mon environnement féministe, etc. Du coup, j'ai pas d'opportunité réelle. Donc en fait, quand je commence à me dire, vas-y, je suis prête à redraguer un peu, c'était en début d'année, cette année, vers mars à peu près. Et là, je me suis dit, je vais tout bêtement m'inscrire sur une appli de rencontre, Tinder, quoi. Écoute, moi, c'était Adopte un mec. Oui! J'ai bien connu aussi Adopte un mec. Ah bah, j'ai rien adopté. C'est vrai? Non, que des tocards. Ouais. Oh non, un, ça allait quand même, mais bon, le reste, pas ouf. C'est souvent le cas, hein, malheureusement. Oui. T'as pu faire des rencontres, du coup, sur cette application ? Oui, du coup, donc en mars, j'ai fait la connaissance d'un homme avec lequel il s'est pas passé grand-chose parce que je pense que j'étais pas prête encore à ce moment-là. C'était vraiment le premier mec avec qui je discutais. Donc vraiment, j'y suis allée step by step. C'était juste C'était déjà, un peu en mode test, entre guillemets, voir comment ça se passait. Exactement. Comment t'appréhendais les choses. Exactement. Si t'étais en capacité de pouvoir bien discuter, bien communiquer, etc. Et même lui, surtout. De ouf. C'était...
je veux voir un petit peu moi où j'en suis, et puis quel type de mec j'attire. Est-ce que j'ai bien repéré des bons green flags, etc. Enfin, j'ai l'impression en parlant que c'est ultra analytique, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que je pars d'un contexte où j'étais ultra en danger. Ouais. Donc tu vois, je mettais un doigt de pied dans la piscine, quoi. C'était vraiment ça. En m'assurant que ça Non, allait mais bien se ouais. passer. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc, hein, le fait de se reconfronter à chaque fois uniquement à des hommes qui sont hyper malsains, qui sont violents, qui ont des comportements hyper problématiques. Ça a aussi été mon cas. Et en fait, j'avais Mm. l'impression vraiment que j'attirais que ce type de mec. Et j'étais en mode, Bah mais ouais, oh, stop maintenant, en fait. bah c'est clair. Et tu sais aussi un type de mec, les pseudo bad boys, mais qui veulent te sauver, tu sais, qui voient en toi Mm. que t'es complètement T'as eu ça, toi? vulnérable, fragile, en détresse psychologique, et qui en fait te disent ah je vais tout faire pour te sauver, et qui en Mm. fait te foutent la tête sous l'eau et la maintiennent, tu vois. Ouais, gros red flag, ça, les mecs qui commencent comme ça. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Je pense que ça sent un peu le contrôle à la base, une volonté de te gérer un peu à leur manière. Ouais, bah Ils c'est voient ta clair. fragilité, en fait. Bah c'est complètement ça. C'est premier red flag de toute façon. C'est les Mm. agresseurs en général. Ils vont vers les personnes qui sont plus fragiles entre guillemets, plus vulnérables, et ils s'en servent justement. Ils repèrent la faille et ils rentrent par là. Putain, tu Et méritais alors pas ça. justement, est-ce que ce monsieur était un green flag, ou est-ce que c'était finalement un red flag, ou est-ce que c'était juste bah, bof, pas ouf quoi le mec. Alors attends, parce que déjà je me dis, est-ce que je nomme ces mecs-là? Ouais, je pense que je vais donner les vrais prénoms. Enfin, pas les vrais prénoms, mais un prénom qui commence par la même lettre, au moins, comme ça je sais me Vas-y. repérer. Donc lui, c'était Mathéo, voilà. Mathéo, du coup, en fait, ouais, moi au niveau du fait de parler avec lui, j'étais très contente parce que c'était un homme qui était très doux, qui était très patient, qui était très intéressé, très curieux, qui posait des vraies questions, qui était vraiment dans un échange, une disponibilité aussi, une vraie volonté en face de d'apprendre à me connaître, et c'était évidemment Hmm. réciproque. Et en fait, je sais que physiquement, je l'ai choisi parce que il me semblait aussi safe. Alors, je sais pas si les personnes qui Ouais. nous écoutent vont voir aussi un petit peu de quoi je parle, mais inconsciemment, je pense que, alors, moi, par exemple, tu vois, en termes d'attirance physique, c'est pas un garçon qui me plaisait énormément. Mais je me disais, il y a quand même un minimum. Il est loin d'être moche, le pauvre, pas du tout. Oui. Mais c'était pas mon type à moi de mec. Mais surtout, il avait un visage tellement. Il avait l'air tellement gentil, en fait. Tu vois, c'est la tête du mec gentil. Et du coup, bah, en fait, on s'est rencontrés assez rapidement. Genre, moi, j'avais besoin tu sais, de vérifier déjà en plus à travers les applis. Parfois, tu tombes sur des faux profils, ce genre de choses. Donc, plutôt que Oui. de créer une espèce de relation virtuelle, ne serait-ce que amicale, alors qu'au final, si ça se trouve derrière, c'est un vieux dégueulasse ou j'en sais rien. Voilà, donc on a Hmm. dû se C'est rencontrer la clair. semaine où on a commencé à se parler. Et du coup, c'était un date dans un bar, un peu tapas et tout, un peu sympa, avec une petite musique, des bonnes choses à boire, des bonnes choses à manger. Et on a passé un bon Hmm. moment. Mais, euh, mais je sentais en fait au fond de moi que c'était pas un mec avec qui j'allais aller plus loin au niveau ni sexuel ni sentimental, tu vois. Ce que je te Oui. disais tout à l'heure, c'est que je pense que à ce moment-là, je l'ai pas identifié comme ça, mais je pense vraiment que j'ai cherché à me protéger en choisissant cet homme-là. En fait, le truc de je veux pas qu'on me fasse de mal, c'était carrément même je veux pas qu'il ait envie, enfin je veux pas que je puisse lui permettre de me toucher. Donc Ouais, c'était ok. purement amical de mon côté. Et ensuite on a discuté bah, du coup virtuellement pendant je pense un bon mois. Parce que moi, j'avais besoin je crois que j'avais besoin de le tester, en fait, tu vois. C'est pas très cool pour lui, mais je sais que on a eu des discussions plus tard qui auront permis
désamorcer un petit peu, moi, comment j'ai dû vivre la situation là-dessus. Mais je veux dire, ouais, j'ai vraiment, tu vois, eu besoin plus que de mettre du coton dans tous les angles, c'était vraiment genre pour qu'il se passe absolument rien et pour être sûr que le gars c'était pas quelqu'un là aussi qui peut-être me jouait la comédie sur sa gentillesse et tout ça et qui au final le coup classique Ouais. il fait ça mais t'inquiète même si ça dure 1 mois 6 mois son objectif c'est de t'avoir dans son lit et j'avais vraiment cette peur-là encore, et tu vois, c'est très récent, hein, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Donc ouais, j'ai beaucoup parlé avec lui, je lui ai parlé, j'avais besoin de voir aussi comment il pouvait réagir si je lui parlais de ce qui m'était arrivé. J'ai pas forcé la conversation, mais il y a un moment donné, on a commencé à parler de nos enfances, etc. Et j'étais très agréablement surprise, il a très bien accueilli l'information. Il était assez admiratif en fait de là où j'en étais et de voir ce qui traduisait de ma personnalité. Donc ouais, je pense sincèrement qu'il a été, lui de son côté et moi aussi, sincère à tous les étages. Et puis... Mais du coup, ça a été finalement un moyen de te remettre un peu sur le marché, Oui. comme tu disais, avec plus de, je sais pas, plus de sécurité, entre guillemets. Voilà, t'as pris ton temps, t'as C'est discuté, ça. t'as fait très attention pour justement ensuite peut-être aboutir sur des relations. Où justement, tu vas nous en parler, je pense. Ouais, carrément. Tu sais quoi, même, j'ai envie de dire, chacune fait ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. Surtout parmi nos communautés de personnes qui ont subi des violences sexistes et sexuelles et qui ont besoin de se protéger, de faire attention pour les prochaines fois et se faire confiance aussi dans notre capacité à repérer. En vrai, je trouve que je peux que recommander un peu cette technique-là de prendre son temps. Après, tu verras, la personne en face, peut-être qu'elle voudra être plus rapide ou autre, mais l'important c'est que tu respectes ton temps, ton timing, ton rythme, voilà. Et il n'y a aucun problème à faire ça, au contraire même. Et Ouais, c'est beaucoup plus rassurant, sécurisant, et puis ça évite de se retraumatiser aussi c'est ça. involontairement parfois. Ouais, carrément. Du coup, après lui, j'ai fait une pause. J'ai regardé un petit peu, tu vois, les applications comme ça vite fait, mais j'ai pas été très assidue. Je sais pas, j'avais plus trop envie tout de suite. Et puis, en fait, il y a eu dans l'été une remontée d'une vieille histoire qui a fait que... je crois que c'était même à la période où on a enregistré notre premier épisode, toi et moi. En fait, c'était un mec que j'avais connu qui s'appelait... Oui, parce qu'il me semble que quand on a enregistré, je te coupe, pardon, Ouais. mais il me semble que quand on a enregistré, tu disais que t'étais encore en plein date foireux ou quelque chose comme ça, je crois. Et que c'est pour ça, on avait dit même que tu viendrais nous en reparler. C'est vrai, mais c'est exactement ça. Alors, lui, c'était Alphonse, et Alphonse, il était parti... Les prénoms que je leur donne. Mathéo, tu vois, c'est assez genre commun, classique maintenant. Et l'autre, elle nous sort Alphonse de nulle part. J'étais en mode quoi? Alphonse. Et ouais, Alphonse. Du coup, Alphonse. Alphonse, il s'est barré, il s'est tiré aux États-Unis il y a quelques années de ça. Et en fait, c'était une histoire où on s'était connus, on s'était plus. Mais moi, je voulais pas aller trop loin avec lui. Je parle physiquement, etc. Parce que je suis quelqu'un qui, quand elle rentre dans une forme de sexualité, aujourd'hui, dans ma vie en tout cas, c'est quelque chose que je sais plus trop vivre sans sentiment. Je trouve que c'est médiocre, c'est fade sans sentiment. C'est mon expérience. Ouais. Donc je savais que... Oui, toi, t'as besoin de sentiments. Ah ouais, complètement. Donc à l'époque quand je l'ai connu c'était il y a 5 ans je crois et vu que je savais qu'il partait aux États-Unis quelques mois après j'ai dit non on va être potes, ça va être très bien tu vois,
Mais en fait, les sentiments, c'est au-delà du rationnel. Et à l'époque, en fait, je commençais à avoir des sentiments pour lui malgré tout. Et je les ai refoulés. Donc, en fait, mes sentiments pour lui sont réapparus 4 ans après, mais il y a 1 an avant aujourd'hui. Et on s'était revus. Il était rentré en France pour les vacances. Et en fait, là, je m'étais dit, maintenant, ma vie, c'est, de manière générale, quand j'aime les gens, quand j'apprécie les gens, quels qu'ils soient dans ma vie, je leur dis que je les aime. C'est une manière d'être maintenant, c'est hyper important de dire aux gens qu'on les aime et de leur faire savoir à quel point ils nous font du bien dans nos vies. Et c'est une personnalité qui m'avait fait beaucoup de bien. Du coup, je lui avais dit et en fait, on était un peu entre deux relations à ce moment-là. Il y avait toujours, tu vois, ce côté, on se plaît, on est attirés l'un par l'autre, on passe des trop bons moments ensemble, on voit pas les heures passer, etc. Donc il s'est rien passé ce jour-là. Mais par contre, il y a eu une petite tendance de peut-être si on avait pu, machin. Ouais. Et moi, j'étais prête à ce moment-là. Et en fait, malheureusement, après ça, moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, faut que je te dise les choses plus clairement. Je me rends compte que si t'étais pas aux États-Unis, j'aurais adoré pouvoir vivre quelque chose avec toi. Et je sais pas si c'est le cas de ton côté, etc. Et du coup, il m'avait carrément friendzoné. Alphonse. Et mais la conversation s'était bien passée globalement. Moi, j'étais prête à tout entendre. Ce qui m'importait, c'était surtout de lui dire. Et puis surtout de... Quoi qu'il arrive, je lui souhaite le meilleur. Et on n'a pas les mêmes projets. Donc dans tous les cas, ça pouvait pas marcher, tu vois. Mais ça te permet aussi d'avoir son envie à lui, ce qu'il pense de la situation et de te dire que pas te résigner, c'est pas le mot, mais te dire que ça se fera pas et de pouvoir prendre le recul nécessaire pour digérer et puis par la suite t'ouvrir à d'autres choses, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, tu vois ce qu'on... Même si ça fait toujours mal, on est d'accord, ça fait mal. De se faire friendzone. Ça fait mal, et c'est ce qu'on explique là, clairement, c'est que le pattern que je reproduisais, moi, beaucoup, notamment, c'était de m'intéresser à des mecs indisponibles. Tu vois, là, le cas de figure, c'est le gars, il vit de l'autre côté de l'Atlantique. Et... Oh, tu sais, j'ai rencontré, petite anecdote personnelle, c'était en 2015, quand j'ai passé le bac, un Péruvien dont je suis tombée très amoureuse, et d'ailleurs on est toujours en contact aujourd'hui. Plus amoureuse du coup, mais j'étais vraiment en mode c'est l'amour de ma vie et je vais aller vivre avec lui et tout, quoi. Trop mignonne, j'adore. Oh la bichette, 18 ans et pleine de... C'est normal. de fougue. C'est complètement normal. Voilà, c'était ma petite aparté sur je te comprends. Moi aussi, l'autre côté de l'Atlantique, ça me plaît. Ouais, t'as vu, il y a clairement... Mais moi aussi, en plus, c'est juste que... Vive les kilomètres. Je te jure, mais là, ce qui s'est passé, c'est clairement, je me suis retrouvée aussi face à ce truc d'adulte de... Ah, mais en fait, tu vois, voilà, je redécouvre progressivement l'amour de mon côté. Je suis sortie de mon immaturité émotionnelle qui était liée aussi à toutes les souffrances de mon enfance, etc. Et effectivement, là, je me retrouve face à un cas concret de... Bah oui, mais moi, du coup, je veux vivre aux États-Unis. Je suis en plein processus pour obtenir ma green card, me disait Alphonse. Qu'est-ce que tu veux faire ? Enfin, toi, t'as tes projets en France, t'as tes super ambitions au niveau de mon métier d'aujourd'hui. Je vois pas comment ça peut connecter, tu vois. Et moi, dans ma tête, non, dans mon cœur, j'étais en mode, non mais moi t'as pas compris, je prends un passeport demain. Je te suis en fait. Je te rejoins en fait. Mais bref, la fougue, comme tu disais. Il est temps d'acheter ta maison. C'est ça. Alors voilà, donc je suis redescendue de cette histoire en me rendant compte que non mais là faut poser un petit peu les bases et ça a été notamment cette histoire-là entre finalement ma thérapie, etc. qui m'a permis notamment de bien définir ce que je voulais, où j'allais, etc. Et du coup de ne pas
me laisser embarquer juste par le cœur, parce que ça ne fait pas tout. Et c'est comme ça. Et voilà. Et donc, je te parlais de lui je te parlais d'Alphonse parce qu'en fait, cette année, j'ai eu de ses nouvelles, mais de manière interposée, c'est-à-dire qu'on se suivait toujours sur les réseaux sociaux depuis, et voilà. Et en fait, on n'avait plus eu de contact, lui et moi, depuis l'année dernière. Et en fait, j'ai découvert qu'il s'était marié. Ouais, merde. alors... Enfin, merde. Le gros choc, parce que là, en fait, je me rends compte en vous le racontant aux personnes qui nous écoutent que ça tombe de nulle part, mais c'est qu'en fait, j'étais choquée parce que je me suis rendu compte que ce garçon m'avait pas dit toute la vérité. Et en fait, quand on s'est vu 1 an auparavant, il m'a pas du tout parlé de sa copine de l'époque. Oui, parce que c'est vrai qu'un an pour se marier, c'est soit hyper... Enfin, je veux dire, on se marie pas du jour au lendemain non plus. Enfin, si, il y en a qui le font, mais en général, c'est pas comme ça que ça se Et passe. ouais, Oui, je le effectivement. confirme d'autant plus que le mariage a eu lieu 3 mois après qu'il soit venu me voir. Ouais. Oh putain, oui, ah oui, oui, oui. Donc vraiment, il t'a caché la vérité, C'est ça. réellement. Donc ça aussi, tu vois, c'est tout le truc dont je te parlais. C'est là, pour moi, j'étais pas Mm. face à un mec fondamentalement. Je trouve que c'est hyper important de transmettre ça aussi aux victimes. Aujourd'hui, je sais faire la différence entre quelqu'un de fondamentalement malveillant, qui cherche à nuire, qui cherche à faire de la merde et qui est Oui, parfaitement conscient de ce qu'il fait, même s'il le dit pas, et qui est juste là pour faire souffrir et détruire autour de lui, et notamment contribuer à ce patriarcat de daube qui est là pour détruire les femmes. Ça, j'en ai connu dans mon passé justement et qui ont contribué fortement à me retraumatiser. Il y a mm. une autre catégorie de mecs et qui est très courante, des tocards, comme tu disais tout à l'heure. C'est des gens, ils peuvent être adorables, gentils, intelligents, enfin, ils ont énormément de qualités, mais ils sont Mm. bêtes. Ils font de la merde. Ils C'est prennent pas leurs clair. responsabilités. Ils se disent, ah, vas-y, je vais revoir une meuf que j'ai connue il y a 5 ans. Si on flirte un petit peu, comme ça, juste en parlant et tout, ça va, c'est rien. Oh, puis si je lui dis pas que je vais Mais me marier grave. dans 3 mois, c'est pas grave. Voilà. Donc, ces mecs-là, ce qu'il a fait, Alphonse, c'est pas bien. C'est pas quelque chose qui se fait, et ni pour moi, ni pour sa femme, du coup. Et du coup, je suis évidemment radicale là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que Mm. là où lui m'avait friendzoné à l'époque, moi, dans ma vie aujourd'hui, c'est no way, tu ne me parles plus jamais de ta life, en fait. Tu te rends même pas compte de ce que t'as fait. Donc, c'est pas bien. C'est clair. Voilà. On peut pas jouer sur plusieurs tableaux comme ça sans être honnête avec les gens. Les personnes en face ont des sentiments, les personnes en face se projettent potentiellement. Et du coup, ton dernier en Du date? coup, ouais. Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non, c'était après ta... Alors après la fin d'épisode Alphonse, cet été, du coup, fin août, je me suis vraiment remise sur Tinder, et là j'ai discuté avec 2 mecs différents. L'un était très sympa, adorable et tout ça, mais j'avais pas le feeling. Du coup, c'était soft, c'était tranquille. Là, je me suis dit, ah, Ouais. ok, j'ai l'impression que je commence à avoir débloqué des trucs. Ça va aller de mieux en mieux maintenant. Et l'autre, je sais pas si c'était un Américain, mais il était un peu bizarre. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait. Enfin bon, il était un peu... Mais en fait, tu vois, cette attitude-là, c'est pas pour un peu acter les choses. C'est pas je vais plus tomber sur des mecs chelous au sens, comme on disait, Oui. tocard. C'est je vais tomber encore sur des tocards, mais direct, je vais les voir venir et j'étais... Ah, d'accord, bon, ça marche. Eh ben, bisous. Oui, tout de suite, tu vas pas vers eux, tu les laisses tranquilles. Allez, salut, retourne dans ton coin, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs, je te jure. Parce qu'il y a vraiment souvent en plus une dynamique de man-child chez ces mecs-là, des hommes-enfants, donc Oh oui. c'est vraiment le bon terme que t'as trouvé. Donc voilà 2 discussions comme ça que j'ai écourtées très vite, et puis il y a eu le 3e mec, et là, comment on va l'appeler, euh, Oh, j'ai hâte. attends, Paul, Est-ce que tu vas nous Polo, dégoter? Polo.
Comment? Polo, Voilà, ok. Polo. Polo, ça a été une rencontre aussi, du coup, Tinder. Et c'est ce pourquoi je te disais tout à l'heure que je sortais un petit peu de plus en plus de ma tristesse quand on a commencé l'épisode. C'était lié à cette relation. C'est donc Polo. Polo. Qu'est-ce qui s'est passé avec Polo? Bah Polo, je suis très contente déjà. Je vais commencer là-dessus parce que j'ai ressenti à nouveau des sentiments amoureux pour quelqu'un. Voilà, et ça m'était pas arrivé depuis belle lurette. Et ça, c'est une expérience que je garde évidemment pour acquise pour moi-même, d'avoir pu lâcher prise avec mon cœur et pas que d'ailleurs, avec quelqu'un avec qui je me sentais vraiment super bien. Et en fait, lui et moi, on a eu un feeling immédiat. Vous voyez de quoi on parle, je pense, les personnes qui nous écoutent. Il y a des moments, sur le papier, avec une personne, t'as tous les critères qui cochent, mais t'as pas, tu vois, la conversation, le feeling qui est derrière qui... bah ouais, super. Bah écoute, mince, hein, dommage. Mais là, voilà, là, il y avait tous les critères. On s'est découvert peu à peu et on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses qui cochaient, quoi. Et dans ma dynamique à moi, je recherche complètement une personne avec qui m'engager à avancer. Et il y avait le feeling immédiat. Donc, ça a été fulgurant, quoi. Ouais. Et en fait, bah, on s'est rencontrés très vite. On avait très envie de se voir. Il a été très, très proactif aussi, et même plus que moi. Et du coup, on a passé quelques temps ensemble. Et moi, ça m'a permis, comme je disais, de me sentir en confiance parce que c'est quelqu'un qui a coché un petit peu, a comblé, ou a validé, je sais pas comment dire, mais tous les points d'insécurité que moi je pouvais avoir. Comme je te disais tout à l'heure, non pas parce que il avait un rôle de me rassurer, mais parce que naturellement, il était la personne dont j'avais besoin, qui, juste en une phrase ou une action, validait le truc que j'arrivais pas au contact des autres encore, avec lequel me sentir à l'aise depuis toujours, quoi. Donc c'est énorme. Oui, c'était inné chez lui, il s'est pas adapté à toi, il était comme ça, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, lui et moi, on a passé beaucoup de temps ensemble. Moi, j'ai beaucoup rationalisé les choses. Je ressentais des choses très très fortes pour lui. Ça nous a beaucoup bousculé tous les deux. L'expérience à ce niveau-là, je pense, était mutuelle. On n'arrivait pas à dormir tellement on était bousculés, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'était on passe du temps ensemble, on est boosté as fuck, on est plein d'énergie, on est trop content. On se dit mais c'est un peu le truc. Non mais attends, ça arrive tellement rarement, ce genre de rencontre là. Ouais, genre c'est fou ce qu'on vit. Et moi, le truc, la différence qu'il y a eu entre nous, c'est que bah moi, je me suis rendu compte à quel point j'avais tellement bien bossé sur moi. Oh, vraiment, je vous le dis avec un enthousiasme mais gigantesque, à quel point c'est hyper important parce que autant j'étais inconfortable par ce niveau de bousculade, de waouh, parce qu'il faut se le prendre aussi, ça, tu vois. C'est clair. En si peu de temps, en quelques jours. Et en même temps, je savais où j'avais besoin de me réguler, de me dire, ok, là par contre, on va pas se voir ce soir-là parce que moi, il faut que je dorme, faut que je fasse mes petits trucs, mon petit self-care, ma petite balade, mon petit concert de mon côté pour me retrouver un petit peu avec moi-même, digérer un petit peu ce qui se passe et tout. Et hop, on se voit dans 2 jours. Et je voyais que lui en face, il n'avait pas, par exemple, ces zones de sécurité-là, ces zones de care-là dans sa vie. Et en fait, ce qui s'est passé... Il était plutôt justement à vouloir te voir en permanence et pas avoir de trucs juste pour lui, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il en avait parfaitement conscience.
Et il me disait, je fais tout pour comment on dit, me De se contenir. exactement. Non. T'avais le mot. Je fais tout pour me contenir, mais tu vois, rien que cette phrase-là, ça va pas, tu vois. T'es pas censé te contenir, t'es censé te raisonner et te dire tout va bien, on va se voir bientôt, ça va bien se passer. Là, t'es dans un truc de résistance où tu luttes. Ouais, il était hyper insécure finalement quand il te voyait pas. Je pense pas qu'il l'était quand on se voyait pas, mais il avait tellement envie de passer du temps avec moi, en tout cas, ça c'est sûr, que voilà, il avait beaucoup de mal à se retenir, on va dire, à ce niveau-là. Donc ouais, ça a été une rencontre magnifique et pour autant, ça m'a permis de voir que j'étais quelque part là où il n'était pas encore. Et Ouais. je pense que j'aurais pu prendre du recul sur plusieurs semaines ensuite pour m'admettre ça, mais sur le moment, j'étais juste dans le love. J'étais juste en train de découvrir une personne incroyable et qui avait la sensation en retour de vivre ça avec moi en même temps. C'était Bah oui. je profite juste de l'instant présent finalement et en toute confiance, et ça c'est Ouais, bah oui, c'est ça, tu te laisses porter c'est une expérience que parce que tu je vis. vis, que j'ai pu vivre là, que j'avais jamais vécu avant, en étant aussi sereine, quoi, tout en étant bousculée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rapprochés aussi physiquement, mais pas au point d'avoir une Ouais. sexualité complètement. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte de mon corps, de comment je me comportais dans ma sexualité, dans ma séduction, etc. Et mais vraiment, à tout point de vue, je me suis dit, mais je suis géniale, en fait. Ben oui, vas-y, dis-le. Vraiment, mais vraiment, parce que je me comporte super bien avec moi-même et je me comporte super bien avec l'autre enfin bon, bref, ce serait rentrer dans des détails ensuite, mais c'était vraiment une très belle sensation de me rendre compte de tout ça, parce que je sais pas s'il y a d'autres victimes qui sont comme moi, qui ont vécu des violences sexuelles / psychologiques en prise, comme peut l'être le climat incestuel dans l'enfance. Mais moi, j'ai toujours peur d'être comme mes parents, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. je sais à quel point je fais tout pour ne surtout pas les ressembler. Mais je crois que ça, c'est commun à tous les enfants aussi, en général, Ouais. avec leurs parents, quels qu'ils soient. Mais c'est vrai que je fais très, très attention à ça. Donc, quand je vois qu'en face, il y a un retour qui est complètement opposé, genre en mode, non mais c'est trop cool, c'est trop bien, ça rassure, quoi. Mais donc l'histoire, elle s'est terminée très vite parce qu'en fait, le polo, il a fait un refus d'obstacle. Le polo. Petite, Qu'est-ce qu'il a fait, Polo, comme refus d'obstacle? et ben, du jour au lendemain, il m'a dit ah bah en fait, je me sens pas prêt. Je peux pas maintenant. Tout va bien, mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment te l'expliquer, mais mon instinct me dit je peux pas y aller. Il a flippé, Il quoi. a flippé sa race, exactement. Il a fait dans le caleçon, Polo. Je te jure. Il s'est dit, oh putain, non, j'y vais pas. Ah, je peux pas y aller là. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Bah ouais, bah c'est ça. Donc sur le coup, j'étais choquée. Je m'attendais pas à ça, mais en même temps, très vite. C'est un peu la Oh dégringolade là de là. tout ce qui est allé, enfin, hyper passionnel, entre guillemets, hyper fort, et puis d'un coup, paf, plus rien, le soufflet retombe un Ah peu. ouais, t'imagines. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu ce truc de. C'est scientifiquement prouvé d'ailleurs. L'amour, c'est une forme de drogue. Ça te génère énormément de dopamine, de sérotonine, de je sais plus quoi. Bah oui. Et là, j'étais au pic, enfin, au cœur du pic en tout cas, du kiff des sentiments amoureux déjà pour commencer. Et paf, 1 heure après, bah non en fait.
Waouh, c'était violent. À ce niveau-là, c'était violent. C'est pas sa décision qui était violente ou la manière dont il s'y est pris, pas du tout. Mais c'est la situation, quoi. Là, j'ai pris cher. J'ai pris une porte dans la gueule. Ouais, bah oui, en fait, tu passes de tout à plus C'est rien. ça. Et il faut essayer de réguler, mais c'est pas forcément possible de réguler tellement la chute est grosse, Ah ouais, quoi. ouais, bah sur le moment... Alors, déjà, un truc hyper cool, c'est que avec moi-même, immédiatement, je me suis dit, attends. Là, euh, à côté de tout ce que j'adore chez lui, et ça, je doute pas que ce soit une bonne personne, qu'il était sincère, etc. Mais Oui, je veux dire, là, le gars, il me fait ça, il abandonne maintenant. Je sais pas ses raisons et je vais y réfléchir plus tard, mais euh, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un comme ça. C'est ouais, pas la déjà. personne que je recherche. En tout Mm. cas, c'est pas cette version de lui que je recherche. Parce que manifestement, il a des insécurités qui le dépassent actuellement toujours. Il a pas assez bossé sur lui, et ça, on en avait parlé déjà un petit peu. Et il le sait, il en a parfaitement conscience. Et là, il s'est retrouvé typiquement dans le truc de putain, j'ai la meuf idéale devant moi, pour moi. Il y avait une compatibilité sincèrement parfaite sur plein de choses. Mm. Et c'était grave possible qu'on ait une belle histoire tous les deux. Mais très mauvaise estime de lui, pas confiance en lui. Et ça, il m'en a parlé et je sais que c'est dans plein de sphères de sa vie que actuellement il est comme ça. Ouais. Donc, il sait qu'il faut qu'il bosse sur lui et ça, il y a que lui qui peut ou qui voudra le faire ou pas. Après, c'est comme tout le monde, hein. Mais Oui, c'est pas à toi de le sauver, c'est pas à toi de lui faire faire le travail, le chemin. tout à fait. Je lui ai calé au bout du troisième jour, je lui ai calé. Il m'a pas forcé du tout, mais j'ai posé les bases. Il se dit, Polo, il faut que tu saches une chose. Moi, je serai jamais ta psy. Mm. Ça sera pas mon rôle. Mais t'as raison. Mais du coup, finalement, alors ça se termine mal, entre Hmm, guillemets, mais ça, toi, ça t'a quand même permis de te rendre compte que t'avais grave ouais, avancé, grave évolué, et ça a eu un impact quand même positif, tout finalement, à fait. Ah ouais, complètement. J'ai, tout en sans minimiser du tout la douleur que ouais, t'as ressentie à la fin, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est aussi quelque chose qui t'a permis de te rendre compte que t'avais avancé et que t'avais évolué. ouais, c'est gentil de me le dire parce que j'ai vraiment douillé au point de plus arriver à manger, d'avoir du mal à dormir là pour le coup par rapport à la douleur de la séparation et d'avoir Oui. mal au cœur. Ah, je me suis dit waouh, j'étais vraiment Et j'en dedans. profite pour glisser que peu importe le temps qu'on passe avec une Ouais. personne, que ce soit quelques jours, quelques semaines ou des années, quand on est dedans, quand on est à fond dedans, et ben ça fait toujours mal quand ça se termine, quoi. Il y a pas de durée où on peut se dire ouais bah c'est bon, ça faisait genre 2 jours, t'en fais pas un peu trop, quoi. Hmm. Non, ça fait toujours mal. Ouais, ouais, j'en suis la preuve vivante, vous voyez. C'est bien normal. Ma Hmm. pauvre, ma choupette. Merci. Oh. Du coup, ouais, ça m'a. Donc voilà, c'est normal. C'est quoi qu'il, il y aura toujours des chagrins d'amour dans la vie. Donc c'est normal ce que je traverse. Donc je me suis déjà sur le moment mis d'accord avec moi-même. C'est normal. Ouais. Vis le truc à 4000%. Écoute des chansons de rupture. Pleure. Ouais, tu t'es vraiment donné le droit de vivre ta rupture à Oui, fond, de la ressentir à fond pour sans comment la refouler, on va c'est dire. ça. Et ça, c'est hyper important de faire ça parce que au moins tu te permets d'être triste, tu te permets d'être malheureuse et tu peux plus facilement entre guillemets passer à autre chose après, enfin prendre du recul, C'est etc. exactement ça, je le confirme. En fait, avant, dans mes autres relations, je restais bloquée. Déjà, je restais bloquée sur l'histoire, comme si c'était un traumatisme finalement Hmm. qui n'avait jamais de fin. Là, j'ai tout de suite acté que, ok, là, il me balance sa décision. Je le blâme pas, je suis obligée de l'accepter, mais là, waouh, voilà. Mais va falloir que je l'accepte à un Hmm. moment donné.
Et je vais l'accepter pendant ce premier mois certainement, et ça va me permettre de prendre le recul nécessaire. Mais ouais, j'ai fait ce qu'il fallait pour vraiment vider, quoi. C'est vraiment cette sensation, vider un maximum la douleur ressentie sur le moment, et du coup cette souffrance diffuse qui est la suite, de la même manière que tu te prends un coup, tu te cognes le pied dans la table basse, t'as mal, c'est la douleur. Le petit orteil. Exactement, on le connaît celui-là. T'as ce moment-là, et puis t'as la douleur après, enfin la souffrance diffuse derrière qui est là jusqu'à temps que, et elle est toujours descendante. Il peut y avoir des pics par moment de « Ah, merde, je me refais mal !» en y repensant parfois un petit peu trop et tout ça. Mais globalement, c'est plutôt quand tu dézoomes le truc, ça descend, quoi, globalement. Ouais. Donc j'avais confiance en ce processus-là, tu vois. Et j'avais confiance en moi aussi pour traverser ça. Et ce que j'aime dire aussi, c'est que par rapport aux souffrances et aux douleurs que j'ai subies de ma famille, j'avais la sensation dans ma vie à 4 ans que je pourrais plus jamais vivre plus de douleur que ça. J'ai vécu une telle douleur que je souhaite à personne dans l'humanité, que je pensais que c'était pas possible de faire de la place de cette douleur passée et de pouvoir à nouveau ressentir de la souffrance dans la vie, parce que c'est inhérent à la vie. Il y aura toujours des emmerdements et des souffrances. Et donc, je me le prouve aussi. Je me prouve que je suis capable de traverser ça. Et je me suis dit concrètement, maintenant, on pourra toujours me blesser, mais on pourra plus m'abattre. Et t'en es où, du coup, aujourd'hui, par rapport à cette rupture ? Puisqu'au début, un petit peu en off, tu me disais qu'il y a eu plein d'émotions qui s'étaient mélangées finalement. Ouais, bien sûr. Qu'il y a peut-être un petit peu de colère. Ouais. Ah bah oui. Ouais, je suis passée par des émotions intenses. Entre la colère et puis la tristesse globalement. Peut-être un sentiment de frustration. C'est ça, dans la colère, c'était généré par la frustration de ne pas pouvoir expérimenter cette relation telle que moi je la voyais, telle que moi j'étais prête. Et ça, par exemple, ce que j'ai appris, c'est que tu peux pas projeter sur l'autre tes propres capacités. Ça n'enlève rien au fait que je crois en lui, je sais que c'est quelqu'un qui peut réussir énormément de choses dans sa vie et tout court être heureux et s'accomplir dans quel que soit le domaine. Mais par contre, par rapport tu vois, aux insécurités que j'ai vues chez lui, je me disais, moi à sa place, je saurais faire le taf. Mais parce que moi je suis là, je te parle en septembre 2024. Lui, il est là, Bichette, je sais pas si on peut faire un point de comparaison, mais peut-être que globalement, il en est là où j'en étais il y a 1 an, par exemple, dans sa propre histoire, tu vois. Oui, vous en êtes pas au même point en même temps, quoi. Donc ça, c'est pas bien, et je me suis remise en question là-dessus parce que à ce niveau-là, je l'ai pas pris par rapport à là où on était. Je l'ai pas forcé, ou je lui ai pas dit tu devrais ou machin. Mais je me suis rendu compte que j'avais un petit peu cette tendance-là, et du coup, je l'ai pas pris à ce niveau-là tel qu'il était. Donc c'est ça qui a généré chez moi, au moment de la rupture, la frustration. Je me disais, c'est pas possible, en fait. Puisque moi, je pourrais. Je ne comprends pas. Voilà, c'était ce stade d'incompréhension qui est normal aussi. Faut banaliser ça, cette période-là, tant qu'elle devient pas une vérité absolue, tu vois. Je suis passée par cette étape et cette pensée et cette frustration, et puis j'ai compris. Je dis, bah oui, du coup, non. Ouais, puis on a besoin de trouver du sens aussi, de comprendre pourquoi... Oui, mais moi j'étais à fond dedans, pourquoi lui il était pas, et puis pourtant, tu vois, genre quand on était ensemble, ça allait super bien, qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il me tège, pourquoi il arrête tout, enfin c'est des questions en permanence à ce moment-là, quoi. C'est exactement ça. Moi je sais de toute façon que j'allais retourner la situation en long, en large et en travers, j'avais exactement besoin de trouver du sens, de trouver vraiment la solution au puzzle, quoi. C'était... Si je peux pas, moi, avancer tant qu'un truc est pas résolu. C'est comme ça. Donc...
Qu'est-ce que tu espères pour la suite? Donc, ce que j'espère pour la suite, pour moi déjà, c'est que je puisse réactiver mon cœur sur l'ensemble de mes projets et de ma vie. Et je sais que je vais y arriver parce que cette relation, cette projection qui a été générée, évidemment, elle m'a emmenée avec l'envie d'avancer avec lui. Et je sais que là, par exemple, tu vois, dans mon quotidien, j'ai toujours les tripes, j'ai toujours le pourquoi qui m'anime dans mon métier, etc. Mais mon cœur, il est chagriné, donc ça prend du temps. Oui. Mais actuellement, ce qui est super, c'est que ces derniers jours, je me suis rendu compte que cette relation m'avait montré encore un peu plus ce que je recherchais chez un homme, du coup, quelqu'un qui a actuellement une plutôt bonne santé mentale, qui est du coup un peu mature et qui est prêt, et autant dans sa vie relationnelle que sociale, enfin globalement, qui a une hygiène de vie qui correspond à son état interne et qui va chercher ses rêves, etc., comme moi je suis en train de le faire. Et le fait de voir aussi par rapport à certains détails de nos vies respectives, Apollo et à moi, ça m'a permis de me rendre compte aussi que moi, tu vois, dans mes projets, j'en ai parlé un petit peu à ma communauté sur Instagram. Moi, je suis à la fois travailleuse sociale et où du coup, la thématique du climat incestuel que je traite, il a tout cet aspect sérieux, thérapeutique, etc. Enfin, moi, j'ai pas la posture thérapeutique, mais ce dont quoi je parle, les conséquences post-traumatiques, etc. C'est un peu peut-être une thérapie aussi pour toi de pouvoir en parler librement et de sensibiliser justement à tout ça. Oui, complètement. Thérapeutique dans ce sens-là, pas toi ta posture thérapeutique, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est cathartique. C'est ça le voilà, mot. C'est ça, ouais. Et puis il y a ma personnalité que j'injecte là-dedans qui fait le lien en fait avec mon métier d'avant et mes aspirations de départ et celui-ci où je suis quelqu'un qui est ouverte, qui est sociable, qui a envie de connecter avec les gens et qui adore divertir. Ouais. Donc avant en fait moi j'étais dans l'événementiel. Un petit clown. Exactement. Et ça c'est petite Claire à la toute base, tu vois. Je me suis retrouvée à ce niveau-là avant de subir les violences de ma famille. Petite Claire, à la base, c'est un petit clown. Donc, parmi mes projets... Donc, le petit clown, il est en train de refaire surface. Là là, et tellement prendre de plus en plus de place. Et c'est là où je m'épanouis. Et du coup, à travers les vidéos que je crée pour sensibiliser... Je mets ma patte à moi, de ma personnalité, et j'essaie toujours de le faire avec mes frimousses ou en tout cas un trait d'humour. Et ce que j'aimerais trop, par exemple, c'est de créer une chaîne YouTube où je pourrais recevoir des invités, des actrices du domaine des violences sexuelles en général et particulièrement de l'inceste et de l'incestuel, qui sont comme moi dans une dynamique de... vouloir transmettre, vouloir partager, et vraiment sur un truc un peu chill, comme on le fait un petit peu là, où il y a vraiment ce côté divertissement, rendez-vous, on va se faire du bien, on est sur un canapé, et je suis avec plusieurs personnes, on discute. Une de mes inspirations, par exemple, c'est Ben Never. Pour les personnes qui auront la référence, c'est entre mecs et tout ça, entre potes. Et tout ça pour dire que la personne que j'ai trouvée en polo, y a un truc que je pensais même pas possible, c'est que moi, je suis dans cet univers-là, je suis dans la sphère l'image publique, j'utilise mon image avec mon histoire pour sensibiliser, et je suis dans ce côté divertissement, donc je m'étais pas rendu compte que c'était hyper important pour moi de rencontrer quelqu'un qui était aussi dans cet univers de l'internet et du divertissement, et c'est quelqu'un qui avait cette expérience-là aussi dans sa vie. Ok. Donc je sais que je vais par là aussi. Oui, il y a ce besoin de pouvoir connecter aussi là-dessus. C'est ça, les projets communs, la compréhension, c'est un mode de vie, mine de rien, particulier. Je trouve, en étant, tu vois, c'est clair. En étant assez réaliste,
j'ai à la fois un pied dans le concret sur le terrain avec mon travail social et les actions que je peux mener d'ailleurs au niveau local chez moi avec des associations sociales, féministes, etc. Pour les victimes de VSS et d'inceste et d'incestuels. Et il y a aussi tout ce côté réseaux sociaux de ma vie où je me sens à l'aise, où je me sens même à ma place. Et donc ouais, c'est une image publique et bah, c'est sûr, quand t'as quelqu'un dans ta vie qui sait ce que c'est et qui va aussi dans le même sens, c'est un vrai... Oui, bah oui, c'est clair. C'est un vrai game changer, comme on dit. Bah, puis qui comprend ton mode de vie aussi, parce que comme tu disais, c'est particulier. Les horaires sont pas les mêmes que tout le monde. Entre guillemets, t'as la liberté de tes horaires, mais t'as aussi les contraintes de filmer, penser au contenu que tu vas sortir et tout ça, quoi. Carrément. I know my girl. J'adore. Est-ce que tu as un message à faire passer justement en termes de relations, d'amour à toutes les personnes qui vont t'écouter? Bah écoute, déjà, je suis trop contente d'avoir pu partager mon expérience avec toi parce que c'est un Pareil. Ça... Je suis contente de t'avoir reçu encore. C'est cool. Mais c'est un espace où je sais que je peux partager tout ça et perdre tes écouteurs pour la 48e fois. Oh la vache, j'ai des trop petits conduits d'oreilles à chaque fois que je souris. Donc je souris tellement. J'espère que ça s'entend quand je parle. Tu peux faire la gueule. Non mais c'est ça, c'est que je suis tellement bien que j'arrête pas de sourire. Mais oui, ça et s'entend. Et du coup, je perds mes écouteurs à chaque fois que mes zygomatiques sont en l'air. Donc j'espère, et c'est ça mon but du coup tel que je viens de l'expliquer, c'est que les gens passent un bon moment et j'espère qu'ils auront passé un bon moment avec nous deux. Et voilà, et d'avoir cette perspective, cette évolution aussi avec toutes les difficultés que ça peut entraîner au niveau de l'amour. Et qu'il y a des trucs pas mal qui commencent à se mettre en place et ça ira toujours plus vers le positif maintenant. Je me vois pas, pour conclure, je me vois pas revenir en arrière. Pour moi, c'est même pas possible en fait. Je sais trop où je vais, je sais trop repérer bien les choses. Et même s'il devait m'arriver une dinguerie avec un mec de l'ordre du danger, je sais maintenant que je suis bien entourée, que je pourrais en parler aux personnes de mon entourage ou des professionnels compétents, que je saurais prendre le recul nécessaire avant, pendant, après pour me sortir d'une potentielle situation. Donc en fait, j'ai plus du tout la même, comparé à ce que j'expliquais au début, le même état d'esprit dans comment j'aborde mes relations amoureuses. C'est que maintenant, je décide de faire confiance et si tout va bien, je peux lâcher prise et je me fais confiance pour sortir ma combinaison de Uma Thurman dans Kill Bill au cas où il y a une dinguerie qui arrive, tu vois. Et surtout, t'es équipée pour reprendre ta petite métaphore. Voilà. Bah, merci beaucoup, Claire. Merci, Romane. Un grand merci à toi, Claire, de t'être livrée sans filtre. Lol, t'as la ref. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à nous laisser vos retours. Et si vous souhaitez suivre Claire sur les réseaux, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Merci Einstein. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.